La file du garde du corps d'un millionnaire a remplacé son père malade, mais il est tombé fou amoureux. Claire Moreau n'avait jamais imaginé que sa vie paisible à Lyon serait bouleversée par un appel téléphonique à 7 heures du matin. L'hôpital l'informait que son père, Gérard Moreau, avait été hospitalisé dans la nuit après un malaise. Un infarctus léger, avait-il dit, mais suffisant pour le forcer au repos complet pendant plusieurs semaines. Claire, qui travaillait comme infirmière dans une clinique privée, savait immédiatement ce que cela impliquait. Son père, un homme de devoir, ne supporterait pas de rester inactif, surtout pas en abandonnant son poste de confiance comme garde du corps personnel d'un homme influent à Paris. Elle passa la matinée entre la chambre d'hôpital et les coups de fil. Gérard, affaibli mais lucide, tentait de la convaincre de ne pas s'inquiéter, tout en marmonnant à demi-mot son inquiétude pour son employeur. Claire finit par comprendre. Il avait besoin d'elle, pas seulement comme fille, mais comme solution. « Va à sa place », lui dit-il, les yeux fatigués mais insistants. « Ce n'est pas compliqué. Juste le temps que je revienne. Tu es prudente, fiable, et tu as toujours su lire les gens. » Claire haussa les sourcils. « Tu veux que je sois garde du corps ?» Il hocha la tête, et dans ce geste fatigué, elle vit toute la confiance qu'il avait en elle. Elle accepta. 48 heures plus tard, elle quittait Lyon dans une voiture de location, un sac de voyage à l'arrière et un contrat temporaire signé par une société de sécurité parisienne qui avait accepté, sur la recommandation personnelle de Gérard, de lui confier la mission de remplacement. Il ne savait pas qu'elle n'avait aucune formation dans le domaine. Elle non plus, d'ailleurs, ne savait pas ce qu'elle allait découvrir. La propriété se trouvait aux abords de Neuilly-sur-Seine, à l'abri des regards derrière une grille discrète et un mur végétal parfaitement entretenu. Claire se présenta au portail à 10 heures précises, comme demandé. Un homme en costume sombre, oreillette discrète à l'oreille, la fit entrer sans un mot. À peine franchie le seuil de la grande allée bordée de platanes, elle aperçut la maison. Un mélange d'ancien et de moderne, lignes épurées et pierres centenaires, comme si le temps s'y était arrêté par choix. Elle inspira profondément. Elle avait vu des maisons élégantes à Lyon, mais celle-ci respirait une forme de puissance tranquille. Le genre de lieu où tout semblait à sa place, même le silence. Elle fut conduite à un petit bureau attenant au grand salon. Là, un homme d'une quarantaine d'années, silhouette élancée, costume taillé sur mesure et regard perçant, leva les yeux de son écran. « Vous êtes Claire Moreau » demanda-t-il sans se lever. « Oui, je remplace Gérard Moreau. » Il plissa légèrement les yeux. « Je m'attendais à que quelqu'un d'autre. » Claire ne sourit pas. Elle avait l'habitude de ces regards surpris. Une femme dans un univers d'hommes. Une infirmière, devenue temporairement garde du corps. Elle croisa les bras calmement. « Je suis là pour assurer votre sécurité. Ce ne sera pas compliqué si vous me dites clairement vos besoins. » Un silence suivit. Il la détailla du regard, sans indécence, mais avec une attention clinique. « Très bien, » répondit-il enfin. « Je suis Alexandre Dumas. On m'a dit que je pouvais faire confiance à Gérard. Je vais devoir faire pareil avec vous. » Elle hocha simplement la tête. Il n'y aurait pas de tentative de plaire, ni de fausse modestie. Elle n'était pas là pour séduire qui que ce soit, juste pour faire son travail, même si, au fond d'elle, elle savait déjà que cet homme ne ressemblait à aucun autre qu'elle avait rencontré. Le reste de la journée se passa dans une observation mutuelle silencieuse. Claire apprit les routines, les horaires, les itinéraires habituels. Elle s'étonna du peu de personnel visible dans la maison. Un majordome discret, une cuisinière qui parlait à peine, 2 autres agents de sécurité qui ne remettaient jamais en question les ordres. Alexandre semblait régner sur ce domaine comme un roi moderne, détaché mais omniprésent. Le soir venu, alors qu'elle faisait un dernier tour de la propriété, elle croisa à nouveau son regard depuis la terrasse du bureau. Il était là, une coupe de vin à la main, immobile. Elle s'inclina légèrement. Il ne dit rien, mais son regard, lui, disait quelque chose d'incompréhensible, comme une fracture dans la surface lisse d'un lac. Claire retourna à sa chambre, une pièce sobre au fond de l'aile réservée au personnel. Elle s'assit sur le lit, retira ses chaussures et soupira. Elle n'était ici que pour quelques semaines, juste le temps que son père se remette, rien d'autre. Mais une petite voix en elle, celle qui connaissait trop bien les silences des hommes puissants, lui murmurait que rien ici ne serait aussi simple. Le lendemain matin, Claire enfila son tailleur sombre, sobre mais bien ajusté,
et attacha ses cheveux en un chignon précis, son uniforme improvisé de garde du corps. Elle avait passé la nuit à revoir mentalement les trajets, les consignes de sécurité, les informations recueillies la veille. Elle savait que dans ce monde, l'apparence comptait presque autant que la compétence. Il fallait projeter de l'assurance même quand on doutait. À 7h30, elle se trouvait devant la porte du bureau d'Alexandre, prête à l'accompagner dans ses déplacements de la journée. Elle toqua 2 fois. Une voix ferme répondit simplement « Entrez ». Elle ouvrit. Il était déjà debout, prêt, ajustant les boutons de sa chemise immaculée devant un miroir discret. Il se retourna à moitié, haussant un sourcil à la vue de sa tenue. Pas de costume noir, pas d'oreillette, intéressant. Claire ne se laissa pas déstabiliser. « Je suis ici pour protéger, pas pour impressionner. » Il sourit légèrement, presque malgré lui. Ce n'était pas un sourire franc, mais une esquisse, comme une fissure dans un mur bien entretenu. « Vous avez toujours cette façon directe de parler ?» Seulement avec ceux qui pensent que leur argent les rend intouchables. Cette fois, il se retourna complètement. Il la fixa longuement. Il n'y avait ni provocation, ni agressivité dans son regard, plutôt de la curiosité, comme si elle représentait une énigme à résoudre. « Alors allons-y, énigme », dit-il en enfilant sa veste. Ils quittèrent la maison sans échanger un mot de plus. Le chauffeur les attendait devant la berline noire, moteur allumé. Claire monta à l'avant, à côté du conducteur. Alexandre prit place à l'arrière, portable à la main, plongé dans ses messages. La matinée fut rythmée par des rendez-vous en série, réunions avec des investisseurs, visites de start-up financées par sa holding, discussions sur des projets futuristes auxquels Claire ne comprenait pas grand-chose. Mais elle restait à l'arrière-plan, observant tout. Elle nota sa façon de ne jamais hausser la voix, même quand il exprimait un désaccord. Son calme impressionnant, parfois glacial. Et surtout son isolement. Les gens lui parlaient comme à une entité, pas à un homme. Elle le vit, et elle comprit pourquoi son père s'était attaché à lui. Vers midi, ils déjeunèrent dans un restaurant privé, accessible seulement sur invitation. Claire resta debout près de l'entrée de la salle, observant la table d'Alexandre. Il discuta longuement avec 2 ingénieurs californiens, mais de temps à autre, elle surprenait ses yeux qui glissaient dans sa direction. Pas pour la surveiller, pas par méfiance. Autre chose, quelque chose de plus, troublant. Sur le chemin du retour, dans la voiture silencieuse, Alexandre prit la parole pour la première fois depuis le matin. « Mon équipe vous a accepté rapidement. Ce n'est pas courant. » Claire répondit sans se tourner vers lui. « Peut-être parce qu'ils sentent que je ne suis pas là pour longtemps. » Un silence. Puis il ajouta, plus bas, « Et si vous l'étiez ?» Elle le regarda enfin dans le rétroviseur. Ses yeux étaient sombres, insondable. Elle ne répondit pas. Ce soir-là, Claire fit le tour de la maison comme la veille. Mais quelque chose avait changé. Pas dans les gestes, ni dans les horaires, dans l'air. Comme si la tension entre eux, imperceptible mais constante, avait laissé une trace invisible sur les murs. Dans sa chambre, elle défit lentement ses cheveux, les laissant retomber sur ses épaules. Elle s'assit devant le petit miroir au-dessus du bureau, observant son reflet. Elle n'était pas une femme fragile. Elle avait connu des deuils, des ruptures, des heures de garde interminables dans des hôpitaux surchargés. Mais là, face à cet homme qui ne disait presque rien mais regardait comme si chaque regard contenait une phrase entière, elle sentait quelque chose s'effriter en elle. Et pourtant, elle ne se laisserait pas aller. Pas ici, pas maintenant. Le lendemain serait un autre jour. Peut-être identique, peut-être différent. Mais elle savait déjà que chaque silence partagé avec lui valait plus que les discours creux d'hommes ordinaires. Les jours suivants furent marqués par un équilibre instable entre distance et confrontation. Alexandre Dumas, fidèle à sa réputation, ne cherchait pas à établir de liens personnels avec ceux qui l'entouraient. Pourtant, face à Claire, ses réflexes semblaient moins mécaniques. Il posait des questions anodines, glissait parfois une remarque ironique, observait chacun de ses gestes comme s'il cachait un code qu'il devait décrypter. Claire, quant à elle, restait sur la réserve, répondant aux provocations avec une politesse ferme, presque militaire. Le 3e matin, à la sortie de la maison, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans la voiture, Alexandre la devança soudainement pour ouvrir lui-même la portière passager. Claire s'arrêta, le regarda. « Je suis censé vous protéger, pas l'inverse. Et moi, je suis censé ne pas m'occuper de mes employés, n'est-ce pas ?» Elle fronça les sourcils, puis entra dans la voiture sans ajouter un mot. Ce genre d'échange devenait récurrent. Il lançait une phrase ambiguë.
Elle répondait par une réplique neutre mais tranchante. Et pourtant, chaque mot, chaque silence devenait une strate supplémentaire dans le fossé invisible entre leurs deux mondes. À la fondation technologique que dirigeait Alexandre, Claire fut introduite à l'équipe de direction. Des hommes en costume, des femmes tirées à 4 épingles, tous habitués aux procédures, aux accès sécurisés, aux briefings cryptés. Mais lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, un léger flottement se fit sentir. Une femme habillée simplement, sans diplôme d'élite ni pédigré professionnel dans la sécurité, osait prendre place dans un rôle si proche de leur patron. Elle sentit les regards, certains sceptiques, d'autres moqueurs. Alexandre n'intervint pas. Il la laissa affronter cela seule. Et Claire comprit que c'était un test. Plus tard, dans le hall, l'un des directeurs, un certain Delorme, s'approcha d'elle. « Dumas vous fait confiance, alors on vous observe. C'est le jeu ici. Et vous jouez quoi? L'infirmière courageuse ?» Claire soutint son regard. Elle n'avait pas peur, pas même de ce monde où tout reposait sur les apparences. « Je joue le rôle qu'on m'a confié, et je le joue bien. » Le soir, de retour à la maison, Alexandre l'attendait dans le salon, un verre à la main. Elle n'eut pas le temps de se diriger vers l'escalier qu'il prit la parole. « Delorme m'a parlé de vous. Il pense que vous avez du caractère. » Claire s'arrêta, se tourna vers lui. « Je ne suis pas ici pour plaire à Delorme. Ni à moi ?» Elle le fixa, impassible. « Je ne suis pas ici pour plaire à qui que ce soit. Je suis ici pour protéger votre intégrité physique. Ce que vous ressentez, ce que vous attendez des autres, ce sont vos affaires, pas les miennes. » Il sourit, mais ce n'était pas une moquerie. C'était un sourire court, presque imperceptible, comme s'il venait d'avoir une confirmation qu'il attendait. « Bien, alors protégez-moi de moi-même, Claire Moreau. » Elle ne répondit pas, et il n'attendit pas de réponse. Le lendemain, il changea les plans, sans prévenir. Annula 2 rendez-vous, en ajouta 3 nouveaux. Il entra et sortit de la voiture sans la prévenir, fit demi-tour au dernier moment en pleine avenue Montaigne, obligeant le chauffeur à freiner sèchement. Claire comprit. C'était encore un test. Il voulait voir jusqu'où elle suivrait, jusqu'à quel point elle garderait son sang-froid. À midi, alors qu'ils entrèrent dans un restaurant où les téléphones étaient interdits et la confidentialité absolue, Claire se planta devant lui. « Vous testez mes limites, monsieur Dumas, mais sachez que je n'ai pas été envoyé ici pour jouer à vos jeux de pouvoir. » Il la regarda, surpris par le ton. Il y avait dans sa voix une autorité calme, naturelle, qu'il n'avait pas anticipée. « Et si je n'étais pas en train de jouer? Alors vous êtes pire que je pensais. » Ce fut la première fois qu'il parut véritablement désarmé. Il détourna le regard, comme pour éviter que ses pensées se trahissent. Après le repas, dans la voiture silencieuse, Claire se permit une question. « Pourquoi vous laissez vos employés vous craindre au lieu de vous respecter ?» Il mit quelques secondes à répondre. « Parce que la peur est plus stable que l'admiration. L'admiration s'effondre dès qu'on montre une faille. » Claire le regarda alors, longuement. « Ou peut-être que vous avez simplement peur qu'on vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous possédez. » Il ne répondit rien. Mais ses poings se crispèrent légèrement sur ses genoux. Ce soir-là, dans sa chambre, Claire s'allongea sans allumer la lampe. Elle fixait le plafond, repensant à chaque mot échangé, à chaque silence plus lourd qu'une phrase. Elle comprenait maintenant. Il ne s'agissait pas de 2 mondes qui s'ignoraient. Il s'agissait de 2 mondes en collision. Et quelque chose en elle, malgré la prudence, voulait rester pour voir ce qu'il adviendrait de cette collision. Ce vendredi soir, la ville de Paris vibrait sous les lumières dorées et les bruits lointains des rues animées. Pour Claire, c'était sa première sortie officielle en tant qu'accompagnatrice de sécurité de son employeur. L'événement de gala se tenait dans un hôtel particulier, à 2 pas de la place des Vosges. Un rendez-vous incontournable du monde des affaires, où les fortunes s'observaient et s'évaluaient autant que les projets technologiques. Elle se tenait à la gauche d'Alexandre, dans le vestibule luxueux. Robe noire discrète, oreillette activée mais sans arme. Elle avait suivi la formation express en tactique de protection passive imposée par la société de sécurité, mais son atout principal restait sa vigilance et sa capacité d'analyse rapide. Dans un monde où tout était calculé, elle comptait sur son instinct. Alexandre, lui, était d'un calme souverain. Costume sombre impeccable, cheveux légèrement en arrière, regard froid, presque désintéressé. À son bras, il n'avait personne, ce qui fit jaser dès leur arrivée. Claire remarqua tout, les chuchotements, les regards, les sourires forcés.
Dans cet univers de codes sociaux implicites, le simple fait qu'une femme l'accompagne sans être identifiée comme attachée de presse, avocate ou conjointe, suscitait des questions. Et elle, silencieuse, droite, impassible, alimentait le mystère. Ils avancèrent lentement dans la salle principale, sous un lustre immense en cristal. Alexandre fut accueilli par l'organisateur, un magnate de la biotechnologie. Claire se plaça en retrait, à portée d'observation mais sans s'imposer. Pourtant, il ne cessait de la chercher du regard, discrètement, mais inlassablement. Vers 21h, alors que l'atmosphère se détendait, elle perçut un mouvement étrange près du buffet. Un homme, appareil photo dissimulé dans une serviette, pointa brièvement son objectif dans leur direction. Un clic discret, à peine audible. Claire s'approcha, posée, puis s'interposa d'un geste naturel, comme si elle observait les œuvres d'art accrochées au mur. L'homme recula. Elle le suivit du regard. Il fit mine de partir, mais revint quelques instants plus tard, cette fois dans un angle différent. Claire comprit. Il n'était pas là pour les œuvres, ni pour les canapés au saumon. Elle s'approcha de l'un des organisateurs et glissa quelques mots. En moins de 2 minutes, l'individu fut discrètement escorté à l'extérieur. Aucun scandale, aucune scène. Elle retourna à son poste, imperturbable. Plus tard, dans la voiture qui les ramenait à Neuilly, le silence régna. Alexandre semblait plongé dans ses pensées. Claire, elle, repassait mentalement les événements, évaluant sa propre réactivité, identifiant ce qu'elle aurait pu mieux faire. Ce fut lui qui rompit le silence. « Comment avez-vous su ?» Elle tourna légèrement la tête. Le reflet dans le verre. Il n'avait pas les gestes d'un invité. Trop nerveux, trop calculateur. Il hocha lentement la tête, comme s'il confirmait une intuition ancienne. « Votre père disait toujours que vous aviez l'œil pour les détails. » Claire esquissa un sourire discret. « Il disait aussi que vous étiez têtu comme un mur. » Alexandre sourit à son tour, mais ce sourire n'était pas un masque. Il était réel, fugace, presque intime. Peut-être que c'est vrai. Ils ne parlèrent plus jusqu'à l'arrivée. La voiture s'engagea dans l'allée silencieuse de la propriété. Claire descendit la première, fit le tour par habitude pour sécuriser l'entrée. Alexandre resta un instant de plus dans la voiture, regardant les vitres sombres, comme s'il cherchait une réponse. Quand elle entra dans la maison, il était déjà monté. Le silence pesait dans le grand hall. Claire resta un moment immobile, observant les tableaux, les murs, l'escalier de marbre. Ce n'était qu'une soirée parmi d'autres. Et pourtant, quelque chose avait changé. Dans sa chambre, elle retira ses chaussures, s'assit sur le lit. Un frisson léger la parcourut. Ce n'était pas de la peur. C'était cette étrange impression que l'on ressent juste avant qu'un équilibre ne se rompe. Comme si le monde qu'elle connaissait depuis toujours était en train de s'incliner lentement vers un inconnu inévitable. Et dans ce silence nocturne, elle sut qu'il avait vu en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais cherché à montrer, et que cela changerait tout. La routine reprit après la soirée du gala, mais avec une nuance nouvelle, imperceptible pour les autres, flagrante pour Claire. Alexandre, sans jamais évoquer directement ce qui s'était passé, devint légèrement plus attentif, moins distant. Il ne souriait pas plus, ne parlait pas davantage, mais ses silences semblaient moins hermétiques. Un matin, alors qu'elle rangeait quelques documents oubliés sur la banquette arrière de la voiture blindée, Claire aperçut une boîte en carton brun dissimulée sous une couverture. Elle l'ouvrit par réflexe professionnel, s'attendant à trouver du matériel logistique ou des dossiers confidentiels. Ce qu'elle découvrit la laissa figée. Une pile de lettres, soigneusement rangées, reliées par un ruban bleu pâle. L'écriture, fine et penchée, était d'une élégance ancienne. Au dos d'une enveloppe, un prénom, Madeleine. Le nom était familier. Claire se souvenait que Gérard l'avait mentionné une fois, très brièvement, la mère d'Alexandre, décédée alors qu'il était adolescent. Il n'en avait jamais reparlé. Même Gérard, pourtant proche de son employeur, évitait le sujet. Claire ne lut pas les lettres. Elle les referma aussitôt, remettant la boîte exactement là où elle l'avait trouvée. Mais cette découverte resta dans son esprit toute la journée. Le lendemain, alors qu'il se rendait à un rendez-vous discret dans un cabinet d'investissement, Claire profita d'un moment d'attente pour lui tendre la boîte. « Je crois que ceci vous appartient. » Alexandre, surpris, prit l'objet sans mot dire. Il resta un instant à l'observer, puis dit simplement « Je ne pensais pas qu'elle était encore dans cette voiture. » Claire ne répondit pas. Il déposa la boîte sur le siège à côté de lui. Le silence s'étira. Elle écrivait des lettres qu'elle ne m'a jamais envoyées,
C'est mon père qui me les a remises, après sa mort. » Claire le regarda brièvement. Il ne parlait pas avec émotion, mais avec cette voix contenue qui trahit un poids ancien. « Vous ne les avez jamais lues ?»« Si, une fois, c'était trop. » Elle ne posa pas plus de questions, ce n'était pas son rôle. Mais elle sentit que, par cet aveu, une barrière avait été abaissée, volontairement. Le soir venu, Alexandre proposa une promenade dans les jardins, une habitude rare. Claire, étonnée, accepta. Ils marchèrent lentement entre les haies taillées à la perfection sous une lumière crépusculaire. Les gardes restèrent à distance. « Vous aimez le silence, Claire ?» demanda-t-il soudain. « J'ai grandi avec, mon père n'est pas bavard. » Il acquiesça, les mains dans les poches. « Le vôtre me parlait, lui. Pas beaucoup, mais il savait quand il fallait dire une chose. Il ne me traitait pas comme les autres, c'est rare. » Ils s'arrêtèrent près d'un vieux chêne. Claire s'adossa à une balustrade en pierre, le regard tourné vers la cime des arbres. « Je crois qu'il vous voyait un peu comme un fils, » dit-elle, doucement. Alexandre resta figé un instant. Puis il répondit, sans la regarder. « Je crois qu'il m'a demandé de vous faire venir ici, pour une raison. » « Laquelle ? Peut-être pour me rappeler ce que c'est, le réel. » Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était partagé. Pas comme une absence de mots, mais comme un refuge commun. Ce soir-là, Claire resta plus longtemps que d'habitude dans le salon, feuilletant un livre pendant qu'Alexandre lisait quelques rapports. Ils ne se parlèrent presque pas. Mais aucun des deux ne quitta la pièce avant l'autre. Avant de monter dans sa chambre, Claire s'arrêta un instant en haut de l'escalier. Elle entendit, en bas, Alexandre murmurer quelque chose, presque imperceptible. « Bonne nuit, Claire. » Elle n'était pas censée l'entendre, et elle ne répondit pas. Mais elle sourit sans s'en rendre compte. Le calme des jours précédents fut brusquement interrompu un mardi de fin d'après-midi. Claire venait de terminer une ronde de sécurité autour de la propriété quand elle reçut une alerte sur son téléphone professionnel. Accès non autorisé au portail secondaire. Elle se dirigea rapidement vers le poste de surveillance où l'un des agents hésitait à intervenir. « C'est Caroline Morel », dit-il confus. Ce nom, Claire l'avait entendu une seule fois. Gérard, durant un appel post-opératoire, avait mentionné l'ancienne fiancée d'Alexandre, une journaliste mondaine, brillante et redoutée. Leur séparation, racontait-on dans les cercles parisiens, avait été aussi discrète que violente. Depuis, elle avait disparu du radar médiatique. Claire donna l'ordre d'ouvrir le portail, mais elle y alla elle-même. Caroline descendait d'un coupé de luxe, robe cintrée, lunettes noires, démarche calculée. Elle n'était pas là pour supplier. Elle était venue reprendre quelque chose qu'elle considérait comme sien. « Je veux voir Alexandre », dit-elle, en retirant ses lunettes. Claire, droite, répondit calmement. « Il n'est pas disponible pour le moment. » Caroline plissa les yeux. « Vous êtes la nouvelle secrétaire ?» Ou « Non, attendez. La nouvelle petite distraction ?» Claire ne réagit pas à la provocation. « Je suis responsable de sa sécurité. Si vous souhaitez un rendez-vous, je vous suggère de contacter son assistant personnel. » Caroline la contourna, marchant vers la maison avec l'assurance de quelqu'un qui en connaissait chaque centimètre. Claire ne l'arrêta pas. Ce genre de confrontation ne se gagnait pas par la force. Elle la suivit à distance jusqu'au salon, où Alexandre, debout, lisait un document. Il leva les yeux, surpris. Le regard qu'il posa sur Caroline était froid, mais chargé d'un passé non dit. « Caroline, tu ne devrais pas être ici. » Elle sourit, s'approcha sans gêne. « J'ai su pour le gala et pour elle. » Elle désigna Claire du menton. Alexandre jeta un coup d'œil vers Claire, puis revint à Caroline. « Ce n'est pas ton affaire. Tu as changé, » murmura-t-elle, plus blessée qu'elle ne voulait l'admettre. Claire assista à l'échange en silence, impassible. Mais quelque chose, au fond d'elle, se nouait lentement. Elle ne voulait pas de ce rôle dans un triangle dramatique. Elle n'était pas venue pour ça. Caroline fit volte-face et quitta le salon avec une élégance forcée. Claire se prépara à la raccompagner, mais Alexandre l'arrêta d'un geste. « Je m'en occupe. » Claire monta à l'étage. De sa chambre, elle entendit la voiture redémarrer. Elle ferma la porte, s'appuya contre le bois. Elle n'avait pas le droit de ressentir ce qu'elle ressentait. Ce serrement de cœur, cette envie de comprendre chaque mot échangé entre eux, ce besoin irrationnel de savoir si Caroline avait encore un écho dans la vie d'Alexandre, ce n'était pas professionnel, ce n'était pas son rôle. Mais ce n'était plus si simple. Le lendemain matin, Alexandre fut plus silencieux que d'habitude. Il évita son regard durant le trajet jusqu'à son premier rendez-vous.
Claire, elle, restait concentrée, mais une tension sourde s'était installée entre eux. Une tension qui ne venait pas de la sécurité. À midi, dans un restaurant discret, ils déjeunèrent seuls. Alexandre rompit le silence. « Je ne l'ai pas invitée. Elle est venue d'elle-même. » Claire hocha la tête, sans commentaire. « Notre histoire est terminée depuis longtemps, » ajouta-t-il. « Je ne vous ai rien demandé. » Il posa sa fourchette. Son regard, cette fois, était clair, direct. « Mais j'ai vu votre visage. Vous n'êtes pas aussi opaque que vous le croyez. » Claire croisa les bras. « Vous non plus. » Un battement de silence. Puis il se pencha légèrement vers elle. « Ça vous dérange qu'elle soit revenue ?» Elle le regarda longtemps. Trop longtemps pour que ce soit neutre. « Ce qui me dérange, c'est de me retrouver dans une situation où tout devient flou. Je n'aime pas les zones grises. » Il acquiesça lentement. « Moi non plus. Mais je crois qu'on est déjà dedans, tous les deux. » Ils finirent le repas dans un silence plus apaisé. Pas celui de la méfiance, mais celui d'une entente tacite. Ce soir-là, dans le jardin, Alexandre passa devant Claire sans un mot, lui effleurant le bras du bout des doigts. Ce simple geste, presque accidentel, la troubla plus que tout ce qui avait été dit. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle se demanda si elle saurait encore partir. L'atmosphère à la maison avait changé. Ni Alexandre ni Claire ne le formulèrent clairement, mais les gestes, les regards et les silences en disaient long. Le lien qui se tissait entre eux dépassait les frontières professionnelles. Pourtant, aucun des deux ne faisait un pas décisif. Tout restait suspendu, à la fois intime et maîtrisé. Un matin de pluie, alors que Claire prenait son café dans la petite véranda qui donnait sur le jardin, Alexandre la rejoignit. Il portait un pull gris clair, sans costume, les pieds nus sur le parquet. Ce détail la frappa. Pour la première fois, il semblait simplement humain. « Je n'aime pas les lundis », dit-il en s'asseyant sans invitation. Claire haussa un sourcil. « Vous avez l'air de détester tous les jours à égalité. » Il sourit, sans se défendre. Puis, après un silence, « J'aimerais vous montrer quelque chose, si vous avez un moment. » Elle le suivit sans poser de questions. Ils traversèrent un couloir qu'elle ne connaissait pas encore. Il ouvrit une porte au fond du couloir nord. Une pièce silencieuse, baignée de lumière naturelle. Des étagères hautes remplies de livres anciens et modernes, classés sans logique apparente. Une bibliothèque privée. Mon père ne lisait pas. Ma mère, elle, dévorait un livre par semaine. Cette pièce, c'est elle. Claire s'approcha des rayons. Elle reconnut quelques titres, effleura la reliure d'un vieux roman de Balzac. Il l'observait sans dire un mot. « C'est ici que je viens quand je ne sais plus qui je suis », murmura-t-il. Elle se retourna vers lui. « Et aujourd'hui, vous êtes perdu ?»« Un peu. Ou peut-être que je veux juste me perdre autrement. » Ils restèrent là un long moment, sans échanger plus. Le silence était confortable, chargé de sous-entendus mais sans pression. Plus tard, ce même jour, il l'invita à dîner. Pas un dîner officiel, pas une sortie médiatisée. Juste un repas dans la salle à manger principale, mais sans les domestiques. Il avait fait livrer des plats simples, du vin léger, du pain frais. Claire hésita, mais accepta. Ils mangèrent en parlant de tout sauf d'affaires, de Lyon, de son enfance, des rues de Paris qu'il aimait éviter. Alexandre avait grandi dans des écoles privées suisses, entre pensionnats et stages d'excellence. Claire, elle, racontait les fins de mois serrés, les nuits à l'hôpital, les fêtes de quartier. « Je n'ai jamais eu ce genre de souvenir, » dit-il en l'écoutant. « Tout chez moi était planifié, mes vacances, mes lectures, même mes amitiés. Et ça vous manque ?» Il réfléchit, puis répondit « Je crois que je n'ai jamais su ce que c'était. Alors je ne peux pas dire si ça me manque. Mais vous me donnez une idée de ce que ça pourrait être. » Elle sentit une chaleur monter en elle, rapide et dangereuse. Ce genre de phrase, dans une autre bouche, aurait semblé calculé. Chez lui, c'était brut, presque maladroit. Ils terminèrent le repas sans dessert, mais avec un échange de regards qui disait davantage que des mots. Ce soir-là, en montant dans sa chambre, Claire passa devant le bureau d'Alexandre. Il était là, accoudé à la fenêtre, regardant le jardin sombre. Elle s'arrêta une seconde. Il se retourna. « Bonne nuit, Claire. » Cette fois, elle répondit « Bonne nuit, Alexandre. » Le lendemain, l'un des gardes confia à Claire que la cuisinière l'avait vue sourire 2 fois dans la même journée. Une première. Elle haussa les épaules, mais son regard trahissait autre chose. La complicité entre eux devenait perceptible, même pour ceux qui n'étaient pas attentifs. Claire restait professionnelle, mais les frontières s'effaçaient.
Il l'écoutait plus. Il la laissait décider de certains détails de son emploi du temps. Et elle, sans s'en rendre compte, se surprenait à attendre le moment où leurs regards se croiseraient. Un soir, alors qu'elle déposait un dossier dans son bureau, Alexandre lui montra une photo encadrée sur une étagère. Une jeune femme souriante, aux cheveux sombres. « Ma sœur, elle vit à Marseille. On ne se parle presque plus. » « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'elle me connaît. »« Trop bien. » Claire regarda la photo un instant. « Elle vous manque ? » ?»« Tous les jours. » Elle n'ajouta rien. Mais il lui tendit alors une feuille. Une lettre écrite à la main, non signée. Claire la lut rapidement. Il s'agissait d'un message de réconciliation, resté sans réponse. « J'ai peur qu'il soit trop tard, » dit-il. Claire lui rendit la lettre. Il n'est jamais trop tard pour dire ce qu'on ressent. Seulement trop tard pour faire semblant que ça ne compte pas. Il la regarda longuement. Et pour la première fois, elle eut l'impression qu'il la voyait vraiment. Non pas comme une femme dans un rôle provisoire, mais comme quelqu'un d'essentiel. Un dimanche matin calme, le téléphone personnel de Claire vibra avec insistance sur la table de nuit. Elle lut l'écran sans réagir tout de suite. Appel de l'hôpital de Lyon. Son cœur s'arrêta un instant. Elle décrocha, déjà debout, le souffle suspendu. Gérard avait fait une rechute, une douleur soudaine à la poitrine, une brève perte de connaissance. Les médecins avaient réagi rapidement, mais insistaient pour le garder en observation. Il n'était pas en danger immédiat, mais son état restait préoccupant. Il avait demandé à voir sa fille. Claire raccrocha, les mains tremblantes. La sécurité, les protocoles, Alexandre. Tout cela s'effaça d'un coup. Il n'y avait plus que son père, son ancrage, son point de départ. Elle prépara son sac en silence, descendit rapidement l'escalier, traversa le couloir en direction du bureau. Alexandre y était, comme souvent, absorbé dans des dossiers. Lorsqu'il leva les yeux, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Mon père, il a été hospitalisé. Je dois partir pour Lyon. Elle parlait vite, mais clairement. Pas de panique, juste une urgence maîtrisée. Je prends un train dans 2 heures. Je reviendrai si je peux. Sinon, la société de sécurité prendra le relais. Alexandre se leva lentement, s'approcha, mais garda ses distances. Je peux envoyer quelqu'un avec vous, un médecin, une voiture, tout ce que vous voulez. Claire secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire. Il a besoin de moi, pas d'un convoi blindé. Il la regarda un instant, comme s'il cherchait les mots justes. Et moi, j'ai besoin de vous ici. Elle s'arrêta. Ce n'était pas une phrase anodine, ce n'était pas une demande, c'était un aveu. Mais elle ne pouvait pas répondre à cela. Pas maintenant. Je reviendrai si je peux, répéta-t-elle. Elle quitta la maison quelques minutes plus tard, laissant derrière elle une brume de silence. Le trajet jusqu'à la gare fut flou, mécanique. Dans le train, elle regarda défiler les paysages sans les voir. Des souvenirs affluaient. Les dimanches avec son père, les après-midi de jeu, les longues discussions à table. Elle n'était pas prête à le perdre. À l'hôpital, Gérard était affaibli, mais lucide. Son visage s'éclaira en la voyant entrer. « Tu es venu. Tu vois que j'avais raison. » Claire s'assit à côté de lui. « Raison sur quoi ? Que tu étais la seule personne capable de faire ce que je n'ai jamais réussi avec lui. » Elle le regarda, confuse. « Avec qui ? Alexandre ?» Il hocha la tête. « Je l'ai protégé pendant des années. J'ai vu ce qu'il cachait. Il ne sait pas vivre. Il ne sait pas aimer non plus. Mais toi, tu le perturbes. Et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. » Claire baissa les yeux. « Je ne suis pas là pour ça. Sarah, tu es là parce que tu es toi. C'est pour ça qu'il te regarde comme ça. » Ils restèrent en silence un moment. Claire serrait sa main, sentant la fragilité de cet homme qu'elle croyait invincible. Le lendemain, alors qu'elle sortait de la chambre pour prendre l'air, elle aperçut une silhouette familière dans le couloir. Alexandre, sans escorte, sans assistant, sans costume. Juste lui, un manteau simple sur les épaules, un sac de fruits dans une main. Claire s'arrêta net. « Tu es venu ? Charles m'a protégé pendant des années. Il mérite que je fasse au moins le déplacement. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la chambre. Alexandre salua Gérard avec respect, s'assit à côté de lui. Ils échangèrent quelques mots, simples, sincères. Claire observait, touchée. Il n'avait rien à prouver ici. Et pourtant, il était venu. En repartant sur le trottoir devant l'hôpital, Claire s'arrêta. La nuit tombait sur Lyon. « Tu n'étais pas obligé de venir. Je sais, mais je ne voulais pas que tu sois seul.
Elle le regarda. Il n'avait pas dit « vous », mais « tu ». Une brèche s'était ouverte. Claire sentit les larmes monter, mais elle les contint. « Merci », murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Je retourne à Paris ce soir, mais je peux rester ici. »« Non, je vais rester ici quelques jours. Je te tiendrai au courant. » Ils se séparèrent sur un regard. Pas un adieu, pas encore. L'appartement de Claire à Lyon n'avait pas changé. Le parquet grinçait toujours aux mêmes endroits, les rideaux laissaient passer une lumière douce en fin d'après-midi, et l'horloge murale avançait avec cette lenteur constante qui ne pressait jamais personne. Elle y était revenue presque mécaniquement, pour dormir, pour reprendre souffle entre deux visites à l'hôpital. Gérard allait mieux. Les médecins parlaient d'amélioration progressive, de prudence à garder, mais son regard retrouvait peu à peu sa clarté. Claire passait les journées à ses côtés, lisant à voix haute des articles ou épluchant le courrier. Il ne parlait pas beaucoup, mais leur silence était riche de compréhension. Un matin, alors qu'elle l'aidait à s'asseoir, il posa la main sur la sienne et dit « Tu te demandes pourquoi je t'ai envoyé là-bas ?» Claire le fixa. « Oui, parce que tu étais malade, je pensais. Ce n'était pas la vraie raison. » Il inspira lentement. « Je savais ce que tu représenterais pour lui. Pas parce que tu es ma fille, mais parce que tu es la seule personne que je connaisse qui ne se laisse jamais acheter. » Elle resta immobile. « Tu penses que je peux changer ce qu'il est ? » ?»« Non, mais je pense que tu peux lui montrer qu'il a encore le choix de devenir quelqu'un de vrai. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il avait simplement la gravité de ces vérités qu'on n'ose pas toujours se dire à temps. Pendant ce temps, à Paris, Alexandre s'était muré dans une distance nouvelle. Il ne répondait plus aux messages de Claire, se contentait de quelques lignes polies, jamais personnelles. Elle le comprenait. Il fuyait. Il ne savait pas gérer ce qu'il ressentait, et cette confusion le poussait à revenir à ce qu'il connaissait le mieux, le contrôle absolu. Mais cela ne suffisait plus. Une semaine plus tard, alors que Claire prenait un café dans la petite cuisine de l'appartement, une enveloppe glissée sous la porte l'intrigua. Elle la ramassa et reconnut l'écriture de son père. À l'intérieur, une photo. Elle et Alexandre, de dos, lors de leur promenade dans les jardins. Gérard avait capturé ce moment avant d'être hospitalisé. Il avait fait développer la photo. Derrière, quelques mots griffonnés. Certains silences disent ce que les mots n'osent pas. Claire sentit un frisson la traverser. Elle prit alors une décision. 2 jours plus tard, elle retourna à Paris. Elle entra dans la maison sans prévenir, salua les agents de sécurité, monta directement vers le bureau d'Alexandre. Il était là, assis, visiblement surpris par son apparition. « Tu évites mes messages », dit-elle en fermant la porte derrière elle. Il resta silencieux. « Pourquoi ? Parce que je ne sais pas ce que je ressens, et ça m'effraie. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est même pas une explication. » Il se leva, passa une main dans ses cheveux. « Je suis habitué à diriger, à ordonner, pas à ressentir, et certainement pas comme ça. Pas pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi ? Quelqu'un que je ne peux pas acheter, ni contrôler, ni prévoir. » Claire s'approcha, posant les mains sur le bureau. « Alors il est temps d'apprendre. » Il la regarda, intensément. Il n'y avait plus d'armure, plus de froideur. Seulement un homme devant une femme, sans masque, sans stratégie. Elle quitta la pièce sans un mot de plus. Elle n'avait pas besoin d'une déclaration. Elle avait besoin qu'il choisisse. Et elle allait voir s'il en était capable. Les jours suivants furent une tempête silencieuse. Claire reprit sa place à la maison, cette fois sans statut clair. Elle n'était plus uniquement la remplaçante de Gérard, ni une employée. Elle n'était pas non plus une compagne officielle. Elle était là, dans cette zone trouble qu'elle avait toujours voulu éviter. Alexandre ne parlait plus d'affaires devant elle. Il l'observait de loin, comme s'il attendait qu'elle prenne une décision à sa place. Mais Claire avait assez attendu. Un soir, elle le rejoignit dans la salle de lecture, où il feuilletait distraitement un livre sans réellement le lire. « Il faut qu'on parle, » dit-elle, sans détour. Il leva les yeux, prêt à se défendre. « Non, pas à fuir cette fois, » ajouta-t-elle en avançant. Il referma le livre, le posa lentement, croisa les bras. « Je t'écoute. » Claire resta debout. Elle voulait garder le contrôle de ce moment. « Tu veux que je reste ici? Alors dis-le clairement. Tu veux que je parte? Dis-le aussi. Mais je ne vais pas continuer dans cette ambiguïté. Je mérite mieux. » Il la regarda longuement. Et pour la première fois, il sembla comprendre l'urgence dans sa voix. « Tu crois que je ne ressens rien ?
Ah, je crois que tu ressens tout, mais que tu refuses d'agir par peur, par habitude, par orgueil. » Il se leva, la rejoignit. Ses yeux étaient sombres, tendus. « Tu as raison. Je suis terrifié. Je suis tombé amoureux de toi sans l'avoir prévu, sans l'avoir voulu. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. » Claire se figea. C'était la première fois qu'il posait des mots. Et ils avaient un poids. « Je t'aime, Claire, mais je ne sais pas aimer comme il faut. Tout ce que je touche devient compliqué. » Elle inspira lentement, maîtrisant l'émotion qui montait. « Alors commence par être honnête, par être là, vraiment là, pas dans le contrôle, pas dans la stratégie. Si tu m'aimes, Alexandre, alors il faut que tu le prouves autrement que par des gestes silencieux ou des regards fuyants. » Il s'approcha encore, jusqu'à ne plus laisser qu'un souffle entre eux. « Tu veux que je te dise ce que je ressens, c'est ça? Très bien. Depuis que tu es entré dans cette maison, je ne dors plus comme avant. Je pense à toi quand tu n'es pas là. Je cherche ta voix dans chaque pièce. Et quand je te vois sourire, j'ai peur. Parce que je sais que tu peux partir et que je n'aurai aucun droit de te retenir. » Claire le regarda sans ciller. Elle avait attendu ce moment. Mais maintenant qu'il était là, elle comprenait que la vérité n'était pas une libération. C'était un choix. « Alors qu'est-ce que tu veux, Alexandre ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il baissa la tête comme si même sa déclaration ne suffisait pas à réparer les silences précédents. Puis il murmura « Je veux qu'on recommence. Pas comme employeur et employé. Pas comme deux inconnus forcés de cohabiter. Je veux apprendre ce que c'est que d'être avec toi. Vraiment. » Claire le fixa encore un instant. Elle voyait la sincérité, la vulnérabilité. Mais elle voyait aussi l'ampleur du défi. Aimer quelqu'un comme Alexandre Dumas, ce n'était pas facile. Ce serait un combat, contre lui, contre elle-même, contre le monde qu'il représentait. Très bien, mais à une condition. Laquelle? Tu me laisses partir si je sens que tu redeviens l'homme que tu étais avant moi. Il acquiesça, les mâchoires serrées. Je te le promets. Ils restèrent là, face à face, sans se toucher. L'émotion, pourtant, était palpable. Rien n'était résolu. Tout commençait. Ce soir-là, Claire dormit profondément pour la première fois depuis son retour. Et Alexandre, seul dans son bureau, relut l'une des lettres de sa mère. Il comprit enfin ce que Madeleine avait voulu dire quand elle écrivait « Le véritable amour commence quand l'armure tombe. Les jours passent, mais la tempête médiatique éclate soudainement. » Caroline Morel, l'ex-compagne d'Alexandre, a déposé des documents compromettants à un média influent, arguant d'une relation toxique et d'un chantage émotionnel. Le journal en ligne Paris Vision publie l'article à midi, accompagné d'une photo intrusive de Claire sur les réseaux sociaux. Le titre claque « La nouvelle compagne du technocrate ». Les réactions sont immédiates, violentes. Commentaires acerbes, accusations de superficialité, spéculations sur le pouvoir financier qui excite les femmes. Au manoir, Claire vient d'apprendre la nouvelle en lisant son téléphone dans un couloir entre la bibliothèque et le salon. Sa respiration s'accélère. Autour d'elle, les employés chuchotent. Le majordome s'approche, lui proposant un café. Elle refuse poliment. Son rôle de garde du corps l'aurait poussée à ignorer. Mais là, elle reçoit ses attaques comme des flèches. Elle n'est plus l'observatrice. Elle est la cible. Elle remonte dans le bureau d'Alexandre. Il est là, debout devant la fenêtre. Sa silhouette se découpe contre la lumière crépusculaire. Elle entre sans frapper. Le silence tombe autour d'eux, épais. « C'est Caroline, dit-elle simplement, tendant l'écran du téléphone vers lui. Il prend l'appareil, lit l'article. Que lit-il d'autre dans ses yeux? La colère, la dénégation, l'inquiétude. Il referme l'écran, le visage fermé. « Elle essaye de nous faire mal. »« Elle a réussi, » répond Claire, la voix tremblante, étrangement lointaine. « Tu devrais partir, pour un moment. » Elle le regarde, stupéfaite. « Me protéger? En me renvoyant? » « Non. » En t'éloignant, les tabloïds. « Tu n'as rien demandé. Tu mérites mieux. » Elle hausse un sourcil, l'air fatigué. « Je ne suis pas un trophée. Je ne veux pas être caché. » Il tourne le dos, foudroyé par ce qu'il réalise trop tard. « Je voulais que tu sois en sécurité. » Elle avance de quelques pas, s'efforçant de garder la voix stable. « La sécurité, je sais ce que c'est. Mais ce que je veux, c'est de vivre, avec toi, et pas derrière un écran. » Son courage, cette fois, dit plus que ses mots. Ils restent là, l'un face à l'autre, dans le clair-obscur du bureau, comme deux joueurs attendant le prochain mouvement.
Pendant la soirée, les journalistes affluent et campent devant la porte. Les gardes ferment l'allée. Le monde extérieur essaie de forcer leur intimité. À l'intérieur, le calme règne, pesant. Ils dînent en silence, le cœur lourd. Au petit matin, Claire écrit sa lettre de démission. Les mains tremblent. Elle y rédige quelques lignes sobres et factuelles, sans reproche. Elle ferme la porte de la maison, laisse le courrier sur le bureau. Le monde d'Alexandre s'effondre lorsqu'il découvre la lettre. Il court après elle jusqu'à la grille. Elle est déjà à bord de la voiture qui doit la ramener à Lyon. Il parvient à la rejoindre, essoufflé, costume froissé, visage bouleversé. « Attends !» crie-t-il. Elle regarde par-dessus l'épaule, silencieuse. Il s'approche, lui prend doucement la main. « Je suis là, je te veux, et je peux te protéger. Je ne laisserai plus personne te salir à cause de moi. » Elle ferme les yeux, sent le contact, hésite. Le monde extérieur n'existe plus, juste ce geste, cette promesse. Elle descend, ouvre la porte de la voiture. « Alors prouve-le !» Il hoche la tête, déterminé. « Je le ferai. » Elle le regarde, son regard direct. Elle n'attend plus un titre dans la presse. Elle n'attend plus un aveu. Elle attend un engagement quotidien, réel. Une alchimie fragile renaît dans ce geste suspendu. Une semaine plus tard, Claire est de retour à Lyon. Pas comme une femme en fuite, mais comme une fille qui revient à ses racines. Gérard, rétabli, sourit davantage. Il la regarde avec cette sérénité tranquille qu'ont les pères qui savent que leurs enfants ont choisi leur propre chemin. Il ne pose aucune question. Il sait. Et cela suffit. Claire passe ses journées entre l'hôpital, les petites courses du quartier, les trajets en tramway, les discussions simples avec les voisins. Cette vie, si éloignée de celle de Neuilly-sur-Seine, lui rappelle qui elle est. Elle retrouve sa cuisine modeste, ses draps frais, la lumière douce du soir sur les immeubles anciens, et pourtant une absence pèse dans le silence de son appartement. Alexandre. Elle n'attend rien. Elle n'espère rien. Elle veut voir, désormais, ce que signifie une vraie décision. Un matin, alors qu'elle descend pour acheter du pain, elle le voit. Là, debout devant la porte de l'immeuble, les cheveux légèrement en désordre, une valise à la main. Il ne dit rien tout de suite. Il la laisse le regarder, comprendre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande-t-elle calmement. « Je suis venue recommencer. » Elle fronce légèrement les sourcils. « Recommencer quoi ?»« Tout, sans majordome, sans propriété, sans voiture blindée. Juste moi. Ici. » Il lève une clé. « J'ai loué un studio, pas loin. Je vais travailler à distance pour un temps. Apprendre ce que c'est. Le quotidien sans contrôle absolu. » Claire le fixe longuement. « Et pourquoi ici, à Lyon ? Parce que tu es ici. Et parce que c'est ici que j'ai commencé à comprendre ce que tu m'as montré. » Elle ne répond pas tout de suite. Elle regarde ses chaussures, puis les pigeons sur le trottoir, le ciel clair au-dessus d'eux. Enfin, elle dit « Tu veux qu'on recommence. Alors il va falloir oublier tout ce que tu sais. Ici, tu es un inconnu. Tu ne commandes rien. Tu attends ton tour. Tu vis simplement. C'est ce que je veux. » Elle le contourne et entre dans la boulangerie. Il la suit, reste à distance. Il ne lui demande rien. Il attend. Elle commande 2 pains, un café. Elle lui en tend un, sans mots. Ils s'assoient sur un banc, en silence, devant la petite place centrale. Des enfants courent autour. Une vieille femme nourrit des moineaux. Alexandre observe, attentif. Le monde tourne plus lentement ici, et cela lui va. Les jours suivants s'écoulent dans une forme d'apprentissage doux. Il s'installe dans son studio. Travaille depuis un ordinateur portable posé sur une table étroite. Il fait ses courses lui-même. Il découvre le silence d'un matin sans chauffeur, sans téléphone, qui vibre sans cesse. Il croise Claire au marché, l'aide à porter un sac, l'invite à dîner chez elle, où elle prépare une soupe simple et chaude. Une soirée, il l'aide à ranger les livres d'un carton oublié. Il trouve une vieille photo d'elle, enfant, dans les bras de Gérard. Il la regarde longuement. « Tu as toujours été forte. » Elle répond sans le regarder. « Je n'ai jamais eu le choix. » Il se penche, prend sa main. « Moi non plus, jusqu'à toi. » Ce soir-là, ils ne dorment pas ensemble. Ils s'embrassent, doucement, mais chacun repart chez soi, parce qu'ils savent que reconstruire demande du temps. Qu'un nouveau départ ne tient pas en une nuit, mais en une succession de gestes simples, de regards vrais. Alexandre découvre l'odeur du linge séché sur un fil, le goût d'un café réchauffé, la gêne d'un voisin trop curieux. Claire, elle, redécouvre ce que c'est de rire avec quelqu'un sans se méfier,
Elle ne le surveille plus. Elle le regarde vivre. Et un matin, alors qu'ils marchent ensemble au bord du Rhône, il s'arrête, regarde le fleuve, puis elle. « Je ne veux plus être l'homme que j'étais. » Elle lui prend la main, naturellement. Alors ne le sois plus. Ils continuent à marcher, sans autre promesse que celle d'être là ensemble, dans le réel. Les mois passent à Lyon, avec une lenteur douce et maîtrisée. Alexandre vit désormais dans un appartement modeste, à quelques rues de chez Claire. Il a abandonné ses costumes taillés pour des vêtements simples, ses dîners d'affaires pour des repas faits maison. Il gère sa société à distance, avec une rigueur nouvelle. Il délègue, écoute plus, impose moins. Ses collaborateurs, d'abord déstabilisés, finissent par reconnaître en lui un homme changé, non affaibli, juste, humain. Claire, de son côté, a repris son poste à la clinique. Elle travaille à mi-temps pour pouvoir accompagner son père dans sa rééducation. Gérard récupère bien. Il marche de nouveau dans le parc où il l'emmenait petite. Il n'a jamais été un homme expansif, mais il sourit plus souvent. Et ses regards vers Alexandre sont désormais empreints d'une estime silencieuse. La relation entre Claire et Alexandre s'est installée dans une forme d'évidence. Ils ne vivent pas ensemble, mais passent la plupart de leurs soirées côte à côte. Ils cuisinent, lisent, parlent peu, mais juste. Leur quotidien est simple, une vie de gestes discrets, de présence réelle. Ils partagent un monde qui n'a plus besoin de mots pour exister. Un samedi d'automne, alors que les feuilles orangées tapissent sur les trottoirs, Claire invite Alexandre à l'accompagner au marché. Ils s'arrêtent à chaque étal, goûtent les fruits, échangent avec les vendeurs. Alexandre apprend les noms, les prix, la politesse des choses banales. Il paie en liquide, s'émerveille d'une tarte aux noix, salue un enfant qui joue avec un bâton comme une épée. Plus tard, de retour chez Claire, ils préparent ensemble un gratin. Ils coupent les légumes maladroitement, elle rit en voyant son air concentré. Le four chauffe lentement. L'odeur emplit la pièce. Ils mangent sur la petite table près de la fenêtre, les jambes presque entremêlées, leurs pieds nus sur le carrelage froid. Rien de luxueux, rien de spectaculaire. Mais tout est là. Après le dîner, ils s'installent sur le canapé. Claire allume une lampe douce, sort un vieux livre de la bibliothèque. C'est un roman que Madeleine, la mère d'Alexandre, avait annoté de sa main. Elle le lui tend. Il l'ouvre lentement, tourne les pages avec respect. Elle écrivait dans les marges, dit-il. Elle te parlait à sa manière. Il hoche la tête, ému. Il lit quelques lignes, puis laisse le livre sur ses genoux. Claire le regarde s'assoupir lentement, les paupières lourdes. Le livre glisse doucement, mais elle le rattrape. Elle le pose sur la table, le couvre d'un plaid. Elle s'assied à côté de lui. Il dort, paisible. La lumière éclaire son visage d'un halo doux. Et dans ce moment suspendu, elle comprend. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un miracle. C'est une construction lente, fragile, faite de vérités dites et d'efforts sincères. Alexandre n'est pas devenu un autre homme. Il est devenu lui-même. Elle sourit, doucement. Parce qu'elle n'est plus la fille d'un garde du corps. Parce qu'il n'est plus un homme enfermé dans sa puissance. Parce qu'ils se sont trouvés les pieds sur terre. Et que cette fois, c'est pour de vrai.